retenir dans l'actualité de ce mardi, la visite au Togo du Premier ministre de la Transition burkinabé. Reçu à Pia par le président de la République, le lieutenant-colonel Isaac Zida est venu lui expliquer l'évolution du processus de transition et de réconciliation dans son pays. Grâce à l'ambassade des États-Unis, le canton d'Amouti-V à Lomé aura bientôt un centre de santé ultra moderne. Un geste qui dénote de l'excellence des relations de coopération qui lient le Togo aux États-Unis. La première pierre de la future bâtisse a été posée ce jour sur le site. Et santé toujours, les professionnels en pédiatrie sont réunis en congrès biennal au Togo depuis ce matin. Pour ce 5e congrès, l'amélioration de la santé infantile par la réduction de la mortalité néonatale sera à l'ordre du jour. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, a reçu ce mardi à Pia, dans la Kosa, le lieutenant-colonel Isaac Zida, Premier ministre de la Transition au Burkina Faso. Les deux hommes ont évoqué la situation politique et la coopération bilatérale. Une occasion pour le chef de l'État d'exprimer une fois encore son souhait de voir le gouvernement de transition burkinabé poursuivre son travail afin de parvenir à la réconciliation. Le résumé de cette visite avec la correspondance de Nestor. Bonsoir. Le Burkina Faso et le Togo entretiennent de très bonnes relations. La qualité de celle-ci s'est manifestée encore aujourd'hui avec la visite du Premier ministre burkinabé. Isaac Yacouba Zida s'est rendu à Pia. Il a été reçu par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. L'entretien entre de l'État et le Premier ministre Zida a été élargi aux membres de la délégation burkinabé et à ceux du gouvernement togolais. Depuis le 30 octobre 2014, un changement est intervenu dans la vie politique au Burkina Faso et a nécessité la mise en place des institutions transitoires dont le gouvernement que dirige Yacouba Isaac Zida. Le Premier ministre burkinabé est donc venu rendre compte au président de la République togolaise de l'évolution de la transition. Nous sommes venus transmettre les salutations de son Excellence le Président du Faso. Et nous sommes venus également transmettre les salutations du peuple burkinabé à son Excellence Faure Eswazimna et au peuple frère du Togo et leur faire le compte rendu, le point de situation de la conduite de la transition au Burkina. Comme vous le savez, depuis les premières heures, le président Faure s'est investi personnellement dans la recherche de solutions, une solution durable au Burkina. Et il est tout à fait indiqué que nous puissions faire le point de l'évolution de cette transition-là, requérir ces sages conseils, parce que vous savez que le président Gnassingbé dispose en tout cas d'une forte expérience en matière de conduite des affaires de l'État. Et donc nous avons obtenu des sages conseils, nous avons aussi partagé avec lui nos préoccupations, nous avons fait connaître les difficultés auxquelles nous faisons face. Mais en somme, nous savons que ce que nous avons pu obtenir, entendre de lui, vont nous permettre de conduire donc la transition vers les élections du 11 octobre. Et cela va permettre donc au Burkina donc, de retourner à une vie constitutionnelle normale. Comment se porte la transition? Alors je dirais que la transition se porte très bien. Juste après l'entretien avec le chef de l'État togolais, le Premier ministre burkinabé a repris son avion pour Ouagadougou. Il a été salué à l'aéroport de Niamtougou par le Premier ministre Atem Selagodia Oumezzounou, qui l'avait accueilli à son arrivée en début d'après-midi. Et ce vendredi, le chef de l'État a reçu un message de la part de son homologue gambien. Son Excellence Yaya Jammeh a, dans sa lettre, félicité le président Faure Eswazimna Gnassingbé pour sa réélection à la tête du Togo, tout en lui réaffirmant son entière disponibilité à œuvrer de concert avec lui pour une véritable intégration sous-régionale. Je vous le disais en titre, le canton d'Amouti-V à Lomé sera bientôt doté d'un nouveau centre de santé moderne. La première pierre annonçant la construction de cette infrastructure sanitaire a été posée cet après-midi sur le site
du chantier. Et c'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Diossou Semodi, représentant le chef du gouvernement. La réalisation de cette infrastructure, entièrement financée par l'ambassade des États-Unis au Togo, vise à renforcer les capacités d'accueil et de prestation de ce centre de santé au profit des populations d'Amou-TV. Le reportage est signé dans Djoumali, Tchassenam Baga. Voilà lancés les travaux de construction du futur centre de santé d'Amou-TV. Une infrastructure sanitaire qu'on annonce moderne, spacieuse avec une grande capacité d'accueil. Sa réalisation répond aux besoins exprimés par les populations d'Amou-TV en quête d'une unité sanitaire de qualité et de proximité. Il faut reconnaître que le centre à un moment donné est devenu très exigu. La population était devenue trop nombreuse. Et le centre n'arrive pas à supporter. Par exemple, si en matière de naissance, vous verrez par exemple 10 à 12 femmes accouchées qui sont en salle de garde là-bas. Mais c'est dans une petite salle. Mais nous avons compris qu'il faut venir à la rescousse du centre pour que les prestations soient encore améliorées et puis contenir encore un grand nombre. En 1952-54, on a construit ce hôpital. Mais aujourd'hui, la population est élargie tellement qu'on doit construire un nouveau centre de santé. Je suis très content. Le nouvel édifice sera construit sur les ruines de l'ancien dispensaire. Les murs éventrés de celui-ci et la toiture arrachée indiquent que les travaux ont démarré. À terme, il sera dressé sur le site des bâtiments avec des bureaux, des salles d'examen, d'accouchement, d'hospitalisation, de petites chirurgies et de pharmacie. Le coût des travaux est évalué à plus de 300 millions de francs CFA, entièrement financé par l'ambassade des USA au Togo. Ce centre fournira des services de soins de santé pour tous les membres de la communauté depuis leur naissance et tout au long de leur vie. Et pour l'équipement, sans rien promettre, je vais essayer de faire quelque chose. On l'applaudit! La construction du futur centre de santé d'Amou-TV est le fruit du partenariat entre le comité de développement intégral d'Amou-TV qui a identifié le besoin et l'ambassade des États-Unis au Togo qui s'engage à financer le projet. Le gouvernement promet lui apporter tout l'accompagnement nécessaire pour la réussite du projet. Ce projet est un appui très important pour la mise en œuvre du programme national de développement sanitaire qui était prévu pour la période 2012-2015. Je vous promets de rendre compte fidèlement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que des dispositions soient prises pour contribuer à l'équipement de ce centre. Je salue vivement les efforts que les communautés à la base font. Et le gouvernement ne manquera pas de mettre tout ce qui est nécessaire à leur disposition pour continuer ce travail. Les travaux vont durer 11 mois, mais en attendant, les populations d'Amou-TV peuvent se faire soigner dans les locaux provisoires aménagés en face du marché. Santé encore, la Société togolaise de pédiatrie a tenu son 5e congrès biennal ce matin à Lomé. À cette rencontre, les professionnels de la santé infantile vont mener des réflexions et échanger sur les meilleures prises en charge des nouveau-nés afin d'éviter au maximum la mortalité néonatale et infantile au Togo. Et ce 5e congrès a été couplé du lancement du carnet national de la santé de l'enfant pour sa prise en charge efficace. Des précisions avec Eric Djanikpor et Edem Sousoupa. Ils tiennent à la vie du nouveau-né et de l'enfant. Ces pédiatres togolais l'ont encore exprimé ce jour. Ils veulent saisir l'opportunité que leur offre le 5e congrès biennal de la Société togolaise de pédiatrie pour mettre à jour leurs connaissances et partager des expériences et informations scientifiques sur des thématiques liées à la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. À cause justement des décès considérables constatés au cours de la période néonatale. Au cours de cette période, 3 décès sur les 10 qui sont comptabilisés de 0 à 5 ans ont déjà eu lieu. C'est pourquoi, pour accélérer l'atteinte de cet objectif, nous avons voulu rappeler la communauté nationale comme internationale, les parents et tout le monde à reconsidérer la survie du nouveau-né dans la mesure où on dispose
des mesures simples à appliquer, étant donné que pour la plupart, ce sont des décès évitables. Des mesures simples à appliquer qui vont dès la naissance à ce que l'enfant soit mis au sein le plus tôt possible. Et une fois qu'il est mis au sein, il faut que ce soit le lait de sa mère seul que cet enfant utilise. Et c'est pour être à même de donner le sourire à toute une famille qui attend le nouveau-né et augmenter les chances de ne pas perdre ce dernier que ces pédiatres ont décidé de réfléchir cette année sur la survie du nouveau-né. Ce sacerdoce doit être accompagné de faits concrets. Ici, il a été lancé le carnet national de santé de l'enfant. C'est pour mettre fin à la multiplicité des carnets de santé. Ce nouveau carnet de couleur bleue pour les garçons et rose pour les filles va permettre un bon suivi des enfants. Une véritable carte d'identité sanitaire. Ce carnet est un outil important pour harmoniser la collecte d'informations, mais également pour assurer le meilleur suivi, non seulement de sa croissance, c'est-à-dire poids à taille, mais également de son développement sur le plan intelligence, si cet enfant évolue bien ou pas. Mais il faut que ce carnet soit utilisé à tous les niveaux. L'État togolais soutient les pédiatres dans leur démarche quotidienne, celle de se mettre au service de la vie. La réduction de la mortalité infantile et l'amélioration de la santé maternelle restent et demeurent depuis toujours des préoccupations quotidiennes du gouvernement togolais. Et à quelques mois de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement, notamment les objectifs 4 et 5, le thème central de votre congrès, à savoir la survie du nouveau-né, et ses sous-thèmes viennent nous réconforter dans notre engagement et notre détermination à dérouler avec succès les différentes actions inscrites dans le plan national de développement sanitaire 2012-2015. Au Togo, le taux de mortalité infanto-juvénile a sensiblement diminué, passant de 155 pour 1000 à 89 pour 1000 en 2013. Faire mieux, c'est le souhait de ces congressistes. Très fragile, l'enfant, ou plutôt le nouveau-né, doit être entouré de grands soins pour sa survie. Plusieurs nourrissons décèdent quelques jours après leur naissance pour plusieurs raisons. Des facteurs de risque sont également enregistrés et les pédiatres doivent veiller au bien-être de l'enfant. Comment? La réponse avec Edem Soussoupo dans ce dossier. Au Togo, 3 enfants sur 10 meurent durant la période néonatale qui va de la naissance à 28 jours révolus, soit les 4 premières semaines de leur vie. Ceci représente le tiers des décès des moins de 5 ans. Les 3/4 des décès des nouveau-nés dans le monde sont dus à 3 principales causes. D'abord, c'est la prématurité, donc les enfants qui naissent avant terme. Le terme normal, c'est entre 37 et 41 semaines. Donc quand les enfants naissent avant 37 semaines, ils sont des prématurés. Donc ces enfants nés prématurés décèdent beaucoup, donc c'est la prématurité. Ensuite, il y a les infections néonatales. Les infections, c'est d'abord l'histoire de la grossesse. Donc une mère qui est enceinte, qui a fait des infections graves, automatiquement l'enfant qui est dans son sein aussi, et s'il le veut ou non, a aussi les infections. Ensuite, l'asphyxie. Normalement, quand l'enfant naît, tout le monde s'attend à entendre l'enfant crier. Quand l'enfant crie, on est content. Et donc, parfois, l'enfant naît et ne crie pas. Donc, quand l'enfant ne crie pas, on est paniqué. Et la maman et les soignants. Et donc, on doit faire l'effort de réanimer cet enfant-là. Les infections néonatales, par exemple, représentent encore de nos jours une cause importante de mortalité et de morbidité. Selon l'OMS, 5 millions de nouveaux-nés décèdent chaque année d'une infection néonatale, dont 98% en zone intertropicale. Au CHU Sylvanus Olympio de Lomé en 2007, l'infection néonatale représentait 46,8% de motifs d'hospitalisation des nouveaux-nés et 22,8% de taux de létalité. À ces causes de mortalité, on peut citer également des facteurs de risque de décès chez le nouveau-né. Les facteurs de risque sont surtout liés à l'histoire de la grossesse. Une maman qui naît, qui va accoucher, qui rompt la porte des os plus tôt que prévu, c'est un risque pour l'enfant. Une maman qui est enceinte en fin de grossesse, qui fait une hypertension artérielle, qui commence par convulser, c'est des éléments très risquants pour l'enfant.
Il existe d'autres facteurs de risque, notamment le travail prolongé supérieur à 12 heures et le liquide amniotique teinté et fétide. Le nouveau-né étant fragile, il faut nécessairement l'entourer de grands soins pour le sauver. Les infections constituent l'une des principales causes que les uns et les autres, pour aborder cet enfant, s'entourent de l'hygiène. L'hygiène ici en la matière, c'est quoi? C'est surtout se laver les mains à l'eau et au savon avant de toucher cet enfant, car on le dit souvent, la peau du nouveau-né, c'est comme du papier buvard, très facile à ce que les microbes l'attaquent. Là, pourquoi il faut prendre cette disposition. Pour la survie du nouveau-né, les pédiatres sont très sollicités. L'ambition des Nations Unies est de réduire de 2/3 le taux de mortalité chez les moins de 5 ans d'ici à la fin de l'année 2015. Vous aurez peut-être vécu ces derniers jours des coupures d'électricité et suscitant des interrogations. Eh bien, ce soir, nous sommes sur ce plateau avec le directeur général de la CET, M. Nyandé Djeteli. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Anita Gigapo. La CET vit une situation difficile ces derniers temps dans la fourniture de l'énergie électrique à ses clients. Alors, comment cela s'explique-t-il? Merci. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour saluer les autorités de la télévision pour m'avoir donné l'occasion aussi de présenter nos excuses à la clientèle. En effet, l'énergie que nous distribuons nous est fournie par la communauté électrique du Bénin. Et contractuellement, le Nigeria envoie 200 MW à la CEB et la Vera par le Ghana donc envoie 120 MW. Au jour d'aujourd'hui, depuis dimanche, eh bien, du Nigeria, nous avons 0 MW. Et le Ghana envoie 50 MW au lieu de 120 contractuellement, ce qui pose déjà des problèmes. Et ce problème, dans les 50 MW, c'est 10 MW qui reviennent au Togo. Et donc, nos sources de production, notamment Contour Global et les autres sources de production, ont été mises donc en marche, mais nous n'atteignons pas le niveau qu'il faut pour satisfaire tout le monde. Donc voilà le problème crucial que nous avons. Et de même aussi à la CEB, à cause de la construction du pont sur le Mono à Tiémé, et la CEB ne peut pas démarrer donc la centrale hydraulique de Nangbeto pour éviter les inondations. Donc nous sommes vraiment dans une situation difficile, nous le savons, mais je crois que les efforts sont fournis pour qu'on puisse rapidement retrouver une situation normale. Pour l'instant, nous sommes obligés donc de gérer cette situation et c'est pour ça que nous tenons à présenter nos excuses à la clientèle et en même temps les informer de prendre des dispositions pour passer cette période assez difficile. D'accord. Monsieur le directeur, vous parliez du pourcentage fourni par le Ghana, le Nigeria. Alors, en temps normal, quels sont nos besoins en énergie électrique dans notre pays? Bon, en temps creuse, nous avons 130 MW pour pouvoir donc satisfaire toute la population. Et en temps plein, il nous faut 147 MW. Et lorsque nous sommes aux heures de pointe, qui généralement varient entre 18h et 21h, il nous faut 169 MW. Au jour d'aujourd'hui, avec nos centrales et Contour Global et d'autres centrales isolées, nous ne sommes qu'à 119. Ce qui fait que le manque à gagner varie donc de 10% à 30% sur ce qu'il nous faut pour satisfaire donc toute la population à cet instant. D'accord. Alors, monsieur le directeur, maintenant, comment la CET entend-elle remédier à cette situation? Eh bien, pour remédier à cette situation, d'abord à court terme, il nous faut donc mobiliser les moyens financiers pour pouvoir donc alimenter donc ces groupes. Si nous prenons Contour Global fonctionne au fioul lourd. Le fioul lourd, eh bien, c'est de l'argent. Et les autres centrales qui fonctionnent au gasoil, il nous faut aussi de l'argent pour pouvoir donc financer et donc l'achat de ces lubrifiants qui permettent de faire fonctionner les centrales. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, il faut chercher des solutions de production.
Et à long terme, donc, comme vous le constatez, il faut qu'on réfléchisse sur la stabilité de la fourniture de l'énergie dans notre pays. Voilà. Et avant de vous laisser repartir, monsieur le directeur, un mot à l'endroit de la clientèle. Mais à l'endroit de la clientèle, c'est toutes nos excuses pour ce désagrément qui est indépendant de notre volonté. Mais nous sommes toujours en train de chercher la solution pour stabiliser la fourniture. Donc, encore une fois, nous demandons à la clientèle d'être très vigilant, surtout avec les machines. Lorsque la zone nous allons fournir par rotation de l'énergie avec un projet de plan qu'on va communiquer. Donc, il faut que les clients se rappellent pour débrancher les appareils avant de sortir pour éviter les désagréments que nous connaissons. Encore une fois, nos excuses à la population. Merci beaucoup, monsieur Nyandé Djeteli. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CET. Merci, c'est moi de vous remercier. Merci. La suite de cette édition avec ce constat à présent. L'insécurité sur nos routes est de plus en plus grandissante et cela en dépit des multiples séances de sensibilisation. Et ce mardi, ce sont les membres de l'Action pour les victimes de la route AVR qui sont montés au créneau pour un énième rappel à l'ordre des usagers de la route, première victime mais aussi première cause de ces accidents. Dédé Koussao, Albertine Yaki. La route, puissant moyen de développement et d'utilité publique, en ce sens qu'elle intervient dans la mobilité, les transports des populations et des biens. Malheureusement, certains usagers de la route, de par leur comportement, provoquent l'insécurité dans la circulation. L'autorité de la police, l'autorité de la gendarmerie doit être observée par tout le monde. Maintenant, nous disons que s'il y a un usager qui estime que le policier l'a abusé, il suffit de s'adresser respectablement et respectueusement à la hiérarchie de ce policier. Malgré l'engagement des institutions régionales et sous-régionales à améliorer la sécurité routière sur le réseau routier communautaire, l'insécurité est en évolution. Elle continue par prendre de l'ampleur. Il doit falloir porter un intérêt capital pour lutter contre les actes qui conduisent à des accidents bien sûr mortels. Même s'ils ne sont pas que mortels, ils peuvent être aussi corporels. Donc nous avons des difficultés sur la route parce que les usagers ne respectent pas le code de la route. Je pense que les règles sont prescrites, il suffit seulement de les respecter. La sensibilisation continue, mais je pense qu'on ne peut pas continuer par sensibiliser. Il arrivera un temps où on doit sanctionner les fauteurs de troubles, parce que nous appelons ça des troubles. Quand quelqu'un ne respecte pas une loi, il tombe sous le coup de cette même loi. Donc des sanctions, c'est la répression qui va prendre le dessus maintenant. Pour pallier ces manquements, la rigueur et le renforcement de la prévention routière doivent être de mise à tous les niveaux en vue d'éviter les accidents aux conséquences généralement fâcheuses. Sécurité encore avec les chiffres de cette édition à présent. De janvier à mars de cette année 2015, 1584 cas d'accidents ont été enregistrés au Togo, occasionnant 144 morts et 341 blessés. Ceci malgré les dispositions prises. Avec ces chiffres, un constat se dégage. Le nombre d'accidents a augmenté vu le nombre croissant d'usagers. Par contre, les blessés et les morts ont diminué. Le point sur la sécurité routière avec Esther Laclé. Le nombre d'accidents, de blessés et de morts sur les routes togolaises a presque doublé entre 2010 et 2014. Les cas d'accidents sont passés de 3101 à 5407, les morts de 470 à 802 et les blessés de 6241 à 11 463. Les sensibilisations se sont donc multipliées en 2013 et l'année 2014 a été décrétée année de la sécurité routière au Togo, ce qui a réduit sensiblement les chiffres. De janvier à novembre 2014, 524 personnes sont mortes, 1338 blessés et 4043 accidents enregistrés. Le premier trimestre de cette année a noté 1584 cas d'accidents, 144 morts et 341 blessés contre 1245, 161 et 476 pour le compte des 3 premiers mois de 2014. 2015,
il y a eu moins de morts, quand bien même on a eu une croissance dans le nombre des accidents, mais le nombre de morts est légèrement en baisse par rapport à l'année passée où on avait enregistré 161 cas de morts. Et le nombre de blessés aussi est sensiblement réduit, 341 contre 476. Ce résultat découle des mesures prises par les différents acteurs de la sécurité routière pour atteindre l'objectif zéro mort sur les routes. Des dispositions à renforcer. Ces dispositions, d'abord, il y a le code de la route. Le tour que le ministre de la Sécurité et son collègue des Transports ont fait sur l'ensemble du territoire pour sensibiliser les usagers de la route. Ensuite, il y a eu création de la direction de la sécurité routière et sur toute l'étendue du territoire, on a déversé les éléments pour sensibiliser les usagers et leur faire comprendre que le port de casque est important, le port de ceinture est également important et l'interdiction d'utilisation de téléphones au volant comme au guidon était aussi nécessaire. S'agissant des motos, surtout dans le port des casques, il faut reconnaître que ces derniers moments, il y a eu un relâchement. Malgré la sensibilisation, il y a un relâchement. Les gens ne portent plus de casque parce que pensent qu'on se limite toujours aux sensibilisations alors qu'on devrait passer à la vitesse supérieure qui était la répression. Outre les comportements à risque, l'une des causes des accidents aujourd'hui est le non-respect de la catégorie des permis de conduire. Conséquence, les conducteurs se retrouvent au volant des voitures dont ils n'ont pas forcément le contrôle. Ces derniers sont passibles d'une amende de 1 à 2 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 1 à 3 ans. Et c'est entre autres cette non-conformité que combattent aujourd'hui les agents de la sécurité routière. L'actualité hors de nos frontières, c'est le début hier lundi de l'exhumation des dépouilles supposées de l'ancien président Thomas Sankara et de ses frères d'armes dans le cimetière de Danyuen à Ouagadougou. 8 ans après sa mort, la famille du père de la révolution burkinabé veut connaître la vérité. Patience devant le petit cimetière de Danyuen à Ouagadougou. La ferveur aussi, presque irrationnelle. Derrière cette foule, peut-être les restes du héros de toute une génération. Pour éviter tout débordement, l'accès au cimetière a été bloqué par la gendarmerie. Nous sommes là ce matin pour assister à l'événement historique. Voilà, mais malheureusement, nous avons été empêchés par la gendarmerie nationale. Voilà, il faut comprendre que la presse même n'est pas rentrée. Pourquoi? On n'est pas d'accord, la presse n'est pas rentrée, le peuple n'est pas rentré. Qui est témoin de l'histoire? Qui va nous relater les faits? Thomas Sankara aurait été enterré à la sauvette juste après sa mort, ici, le soir du 15 octobre 1987. C'était juste après le coup d'État qui avait porté Blaise Compaoré au pouvoir. Mais devant le refus plus tard du régime d'ouvrir une enquête sur les circonstances de sa mort, la famille et les partisans de Thomas Sankara ont toujours douté qu'il s'y trouvait vraiment. Et je pense d'abord qu'à partir du moment où on a trouvé des restes, ça permettra sans doute d'identifier donc les personnes éventuellement qui s'y trouvent. Et au-delà, on espère qu'au-delà donc de l'identification des personnes, qu'on pourra donc retrouver des objets qui pourront déterminer les causes réelles de la mort. Des caisses contenant les restes des premiers corps retrouvés ont déjà été transportés vers la morgue. 3 médecins, dont un Français, seront chargés de l'identification. Retour en page nationale, nous évoquions tout à l'heure les difficultés de fourniture d'énergie électrique. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué de la CET. La Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que des problèmes d'approvisionnement indépendants de sa volonté ont conduit à la réduction de la disponibilité de l'énergie électrique sur le réseau interconnecté depuis le dimanche 24 mai 2015 à 15 h sur toute l'étendue du territoire national. En attendant
Pendant le retour à la normale, la CET a établi un plan de fourniture rotative d'énergie électrique qui sera diffusé à l'endroit de sa clientèle. À cet effet, la CET recommande que les appareils soient débranchés en cas de coupure et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET présente encore une fois ses excuses aux clients affectés par le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Sport football à présent, 5 équipes de football des institutions bancaires se sont retrouvées à Kara pour un gala. La finale de ce tournoi a mis aux prises l'UTB à la SIAB. Et c'est la Société interafricaine de banque qui a remporté la coupe mise en jeu. Le récit avec Nestor Mozo. L'Union togolaise de banque, UTB, Ora Bank, Société interafricaine de banque, SIAB, Diamond Bank et la Banque populaire pour l'épargne et le crédit, BPEC, sont les 5 institutions bancaires à avoir pris part à ce tournoi baptisé Festival de Pentecôte des banques. 2 poules ont été constituées. La poule A est composée de l'UTB, la BPEC et d'Ora Bank. Diamond Bank et la SIAB sont dans la poule B. Dans cette poule, les 2 équipes se sont rencontrées en aller et retour pour dégager la meilleure et c'est la SIAB qui s'est qualifiée pour la finale. Du côté de la poule A, chaque équipe des 3 a joué contre l'autre. Le classement a placé l'UTB en tête. La finale a opposé donc l'UTB à la SIAB pour cette 2e édition du Festival de Pentecôte des banques à Kara. C'est 5 institutions qui se sont volontairement organisées pour se retrouver à Kara afin de resserrer les liens entre nous, les collègues. Nous avons déjà eu une première édition l'année dernière, on n'était que 3 banques. Cette année, on s'est retrouvé encore à Kara, mais à 5. Ça veut dire que quelque part, la première édition a eu un impact positif. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés encore à Kara. Il y aura une 3e édition, mais nous ne savons pas encore où ça va se passer. Nous sommes revenus à Kara parce que les autorités, l'année dernière, nous l'avaient demandé. Par rapport à ce que nous avons vu l'année dernière, le niveau du jeu a évolué. Et plusieurs banques ont fait des recrutements de façon que, à mon avis, le niveau de jeu a évolué. La première mi-temps de cette finale a profité à la Société interafricaine de banque. Sur un centre venu de la droite, Mohamed Ali marque pour les verts blancs. À la reprise, les bleus blancs de l'UTB vont tenter d'obtenir l'égalisation, mais les joueurs de la SIAB ne vont pas céder. Ils maintiennent leur avance jusqu'au coup de sifflet final. La SIAB remporte cette 2e édition, tout comme la première. Dans le journal de l'économie de ce soir, vous suivrez l'analyse de la pression fiscale au Togo et les attentes du secteur privé togolais du nouveau quinquennat présidentiel. Le journal de l'économie, c'était à suivre en direct sur la télévision togolaise à 20h50 avec Mathias Touglou. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. Au revoir.